Allez, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Guillon. Donc Hugo, je te propose de te laisser te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas. Salut à tous, alors moi c'est Hugo Guillon, je suis combattant pro de MMA et je m'entraîne sur Paris depuis plusieurs semaines et puis voilà, je suis signé à l'ARES, à l'organisation ARES et puis je suis aussi combattant de la Bulgarian Top Team, donc équipe de management de Guillaume Pelletier. Oui, tu dis que tu t'entraînes sur Paris, tu t'entraînes récemment maintenant à l'US Métro, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. J'ai rejoint pardon, l'équipe de Johnny Frachet. Ils ont ouvert une belle structure dans le 12e. US Metro Bizo avec Diego, donc le responsable sportif de l'US Metro. Et donc franchement, c'est une super structure et donc du coup, je suis là-bas avec eux. Oui, ben on peut parler aussi de la qualité de tes coéquipiers, hein, Morgan Charrière, il y a Paul, Il y a Danny Paul, il y a Navero, Morgan, il y a Taylor Lapillus, il y a Taylor Azael, Lapillus, oui. Mhm. Azael du Bellator, il y en a plein, franchement, il y en a vraiment plein. Il y a Mansour qui vient faire ses sparring le mercredi Ouais, ici, d'accord. on a vraiment. Et ça, c'est vraiment les plus connus, tu vois. J'en oublie Mhm. peut-être. Et après, t'en as plein comme Mehdi Ben Ali, comme Nikita, enfin des jeunes combattants, enfin en début de carrière, tu vois, 2-0, 4-0, Ouais. enfin des très bons combattants, quoi. Oui, Très bien bons sûr. combattants. Et j'aimerais qu'on revienne d'ailleurs sur ton parcours. Comment t'es arrivé à tout ça au MMA? Au MMA, si tu veux, moi j'ai fait pas mal de judo plus jeune. Là, j'ai 26 ans, donc j'ai fait 10 ans de judo. J'ai intégré le pôle espoir de Grenoble à l'époque du lycée. Ensuite, j'ai fait pas mal de. J'ai arrêté le sport en fait, j'étais dans autre chose. À l'époque, un peu de bêtises, un peu de trucs. Et puis voilà, j'ai fait un petit séjour en prison à l'époque. Et puis de là, bah, j'ai voulu changer complètement, tu vois. Voilà, j'étais dans un truc négatif. Et je me suis repris en main, on va dire, là-bas. Et sortant de prison, je m'étais remis au sport en prison. Et en sortant de prison, bah, j'ai découvert le MMA. Et depuis, bah, j'ai pas lâché. J'ai des grands objectifs dans ce sport. On va dire que je commence plutôt bien. Et voilà, faut continuer petit à petit, combat après combat. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Oui, bien sûr. Ben, un parcours comme le tien, on connaît par exemple Mike Tyson qui a été dans un centre de redressement pour mineurs et après on connaît la carrière qu'il a eue. Il y a aussi Dida Diafo dans le Muay Thai qui a eu à peu près un parcours similaire. Donc Ok. tu vois, ça a réussi à tous ces champions, donc Bien ça te sûr, réussir voilà. toi aussi. Après, je dis pas que j'atteindrai le niveau ni la même carrière que Mike Tyson, par exemple, mais je fais du mieux que je peux, je me donne les moyens, vraiment, je me donne les moyens de mes objectifs, de les atteindre, pour pas avoir de regrets plus tard dans les prochaines années. Et parce que je sais, j'ai toujours été persuadé que je pouvais faire quelque chose dans ce sport. J'en suis toujours persuadé de plus en plus. Donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté et on verra là où ça nous mène, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, bah, pour pouvoir te perfectionner, tu as pas mal bourlingué. Tu allé pas Ouais. mal à gauche, à droite pour si tu pouvais expliquer un peu aux gens ton parcours là-dessus aussi. J'ai pas mal bougé en France. J'ai commencé le MMA sur Montpellier, donc dans un club qui s'appelle Dynamite Center, dans un village pas loin de Montpellier. C'était un club, une belle structure. Il y avait une cage, il y a toujours une cage, enfin une belle structure. C'était bien pour commencer pour moi. Sauf qu'après, assez rapidement, oui, j'ai fait mes premiers combats de pancrace, donc mes combats de pancrace amateur. À l'époque, je parle de ça en 2018, quand j'ai commencé par là, il y a 5 ans à peu près, 6 ans. Il n'y avait pas d'MMA en Mm. France. Donc, je combattais en pancrace amateur, en classe B. Donc, c'est du MMA sans les frappes au sol, avec un casque, sur une zone de tatami ou de ring, ça dépend. Donc, j'ai commencé le MMA là-bas, Dynamite Center. Ensuite, j'ai voulu passer un petit peu, on va dire, progresser encore plus parce que j'avais pas de sparring là-bas. Du coup, je suis allé ensuite à la Team Esbiri à Lyon.
où il y avait notamment Fares Ziam et Yanis Guémouri qui sont maintenant donc à Ouais. l'UFC. Là-bas, franchement, Lyon, c'était super. Tu as des mecs aussi comme Malik Merad, des grands combattants, enfin un des pionniers, on va dire, du MMA. Je pense pouvoir dire ça, en tout cas, surtout sur Lyon. Il a fait beaucoup de combats en Russie, dans des grosses organisations comme l'ACB, le Fight Night et tout. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui. Euh, Ensuite de là, où je commençais pas à stagner, mais voilà, j'avais envie vraiment de m'y mettre à fond. Donc j'ai arrêté mon travail, j'ai rendu mon appartement qui était en location. Je suis parti au All-Star en Suède. Je suis d'ailleurs allé 3 fois, mais de base, j'y suis allé pour m'installer là-bas au départ. Donc j'ai eu l'occasion de m'entraîner pas mal de fois avec Khamzat Chimaev, par exemple, Alexander Gustafsson, donc tous ces grands combattants. Je pense que maintenant, Gustafsson, ça parle pas à ceux qui commencent à s'intéresser au MMA, mais c'était une légende. Oui. C'est d'ailleurs une légende du MMA, qui a d'ailleurs fait un combat, un énorme combat contre John Jones. Euh, Qui a aussi donc, combattu un Français aussi. Cyril Diabaté, ah il a oui, combattu contre Cyril Cyril Diabaté à Diabaté, l'UFC. Ouais. ouais, Mm. c'est vrai. Il a combattu Cyril Diabaté à l'époque à l'UFC. Voilà, je me suis donc Khamzat Chimaev, ça a été une belle rencontre. Enfin voilà, tu vois, à l'époque, ça commençait à parler de lui un petit peu à l'UFC. J'ai eu l'occasion de beaucoup m'entraîner avec lui. Ça m'a donné confiance. Voilà, et puis voilà, je me suis dit, c'est aussi comme ça que je veux devenir. C'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Donc, je suis passé par là. J'ai aussi après fait des camps à l'étranger, donc en Bulgarie. Donc, comme je t'ai dit, je suis à la Bulgarian Top Team, donc une équipe de management euh, créée par Guillaume Pelletier, qui est français mais qui est installé en Bulgarie, Mm. qui a notamment enfin, pas mal de combattants. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs managements en France et même en Europe maintenant. Il y a pas mal de combattants à l'UFC comme Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Yanis Guémouri, il y avait Fares Ziam, il y avait Abdouragimov, enfin voilà. Euh, Amin Ayoub, vraiment, vraiment pas mal de combattants. Mm. Donc j'ai fait des camps en Bulgarie, des camps à la Jackson Wink, donc club de John Jones. Voilà, j'ai pas mal Albuquerque. Ouais. bougé. À Albuquerque, exactement. Bah, j'ai fait d'ailleurs mon dernier camp d'entraînement là-bas pendant 2 mois. Il y avait Oli Holm aussi. Donc vraiment, j'ai vraiment rencontré des grands combattants, des grandes légendes de ce sport, des grands champions. Et voilà, et là j'en suis que je pense avoir trouvé mon juste milieu donc à Paris, dans un club comme l'US Métro, quoi. Oui, oui, ben, aujourd'hui, tu me diras, il n'y a plus vraiment besoin de s'exporter dans d'autres clubs pour Non. progresser. En France, on a suffisamment le niveau. Avec les coachs IA, ben, tu as cité Johnny Frachet, ça fait partie des pionniers du MMA. Donc voilà, un mec de son expérience. On a des Ouais. gars comme ça aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin de vraiment aller à l'étranger. En fait, j'y allais beaucoup parce que euh, enfin voilà, j'ai dit que j'étais au Dynamite Center à Team Esbiri, qui a été une bonne expérience pour moi, qui est quand même un gros club du sud de la France et même en France quand même, tu vois. Il y a des combattants reconnus comme Elias Poudexdam, Laïd Zerouni, Adam Afroun, enfin bon, il y a pas mal de bons combattants là-bas. Euh, et puis ensuite, je suis allé sur Grenoble, parce que moi je suis originaire de la région, donc de la région Rhône-Alpes. J'ai fait mon pôle espoir de judo à Grenoble, donc je suis allé retourner m'entraîner là-bas, sauf que là-bas, j'avais mon entourage, j'avais mes proches, mon- j'étais bien là-bas, sauf que bah, niveau MMA, c'est pas ça encore, tu vois. Ça va commencer à se développer petit à petit, mais c'est pas comme Paris. Donc j'avais pas de sparring, j'avais pas tout ça, j'avais pas de coach MMA, j'avais un coach de pied-point, mais j'avais pas de coach MMA. Donc j'ai quand même gagné des combats, notamment mes derniers combats avec cet environnement-là, mais je sais que c'est pas, enfin, que j'allais pas pouvoir tenir comme ça. Hmm. Euh, Si le niveau de mes adversaires augmentait, il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que là, à Paris, je me suis rapproché voilà, d'une grosse structure avec des coachs compétents.
des sparring, enfin voilà, vraiment tout un. Et surtout, j'avais déjà ça avant, notamment à Montpellier, par exemple. Je parle des sparring, tout ça, sauf que là, c'est vraiment, voilà, il y a plusieurs entraînements par jour, tous les jours de la semaine. Donc voilà, c'est vraiment Hmm. ce train de vie que j'aime, tu vois, m'entraîner le matin, m'entraîner le soir. Quand je suis en prépa de combat, même m'entraîner 3 fois dans la journée. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi, dans ce sport. Donc voilà, c'est ma façon d'entraîner et j'ai trouvé ça ici, donc c'est nickel, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ben, comme tu l'as dit, tu es à Arès et là, j'ai vu ta story là, sur Snap. Tu vas avoir un combat en décembre, c'est ça, prévu à Arès, tu y retournes en décembre? Voilà, donc c'est pas encore officiel dans le sens où j'ai pas encore signé le contrat parce que j'ai tout simplement pas encore reçu le contrat. Mais en off, mon Hmm. manager m'a confirmé que l'adversaire était OK. Enfin, du côté de l'adversaire, c'était bon. Moi, j'avais confirmé déjà avant. Donc, des deux côtés, c'est bon. Donc, on nous a dit que c'était bon pour le 15 décembre. Donc, là reste 18. Maintenant, j'attends le contrat. Une fois que le contrat sera signé des deux côtés, et bah, ce sera officiel et je pourrai, de toute façon, le nom de l'adversaire sortira à ce moment-là. Voilà, quoi. Hmm. Oui, bien Voilà, voilà. sûr. Et sinon, après tes objectifs, après Arès, j'imagine, c'est quoi? C'est l'UFC ou c'est une autre orga? T'as pas vraiment. Honnêtement, je me dis pas, ouais, après ci, après ça, c'est l'UFC, Bellator, PFL. Je vois pas trop Hmm. les choses comme ça. En fait, je vois beaucoup de personnes qui disent, ouais, moi c'est l'UFC, moi c'est le truc, PFL, je gagnerai Ouais. plus d'argent. Ils se font plein de plans sur Hmm. la comète. Tu vois, c'est bien, hein, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de ça. Mais moi, j'aime pas m'engager dans des trucs dans ma tête, tu vois. J'ai besoin de me dire combat après combat. Là, je suis à Ouais. l'arrêt, je suis à 4-1. À 4-1, je peux pas encore prétendre à aller à l'UFC tout de suite. Voilà, il faut que je gagne mes combats, tout simplement. Si je gagne mes combats, eh ben, j'aurai le choix. Le choix, je pense, de faire un peu ce que je veux après, tu vois. Mais je pense que là, je suis bien à l'arrêt. Il y a du niveau, il y a de la concurrence, il y a des adversaires. Il y a un peu tous les styles d'adversaires dans ma catégorie. Il y a des mecs qui sont bons, tu vois. Donc, il y a du challenge un peu, donc c'est cool. Donc, je pense que j'ai encore quelques combats à faire là-bas. Et puis voilà, si les résultats suivent, je pense qu'après, en tout cas, c'est l'objectif, rentrer dans une organisation encore plus importante, donc une organisation, une top organisation mondiale. C'est sûr que c'est l'objectif pour déjà vivre pleinement de mon sport, qui est un objectif que je me suis fixé et un objectif qui est beau quand même parce que quand on est jeune, on se dit ouais, tu sais, on veut être footballeur, on veut être truc, on veut gagner des millions, des trucs. Ouais. Mais en vrai, vivre de son sport, il y en a très peu, tu vois, très très peu qui arrivent. Maintenant, avec l'explosion médiatique du MMA en France, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Oui. Mais c'est déjà pas mal quand tu arrives à vivre pleinement de ton sport. Donc, un des objectifs en tout cas, c'est ça. Mais bien sûr que mon rêve et mon objectif final, ce serait d'arriver, oui, d'aller à l'UFC et de performer dans les tops à l'UFC, quoi, tu vois. Mais si c'est une autre orga, on verra à ce moment-là. Mais l'objectif principal pour l'instant, c'est de gagner mon prochain combat et puis de faire combat après combat. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles de vivre de son sport. Toi, c'est pas, est-ce que je crois comprendre, c'est pas ton cas encore, mais je sais que tu es en recherche de sponsors, donc profites-en pour faire ta pub si peut-être il y a des entreprises qui regardent et tout, qui vont peut-être te sponsoriser, parce que moi, je sais que c'est galère pour les combattants, donc profites-en aussi. Ouais, c'est vrai, c'est sympa d'en avoir touché un mot. Bah voilà, donc comme j'ai dit, je suis signé en contrat avec l'ARES, donc l'ARES qui est la plus grosse organisation en France à l'heure actuelle et une des top organisations européennes. Donc je touche de l'argent pour mes combats, des primes qui sont correctes pour le nombre de combats que j'ai, donc j'ai pas à m'en plaindre à ce niveau-là. Mais le nombre de combats qu'on fait par an, multiplié par les primes que je touche, ça peut pas me faire vivre encore pleinement à l'heure actuelle, même si ça m'aide pas mal. Donc c'est pour ça que voilà, je cherche des sponsors pour m'accompagner dans cette aventure. J'en ai déjà eu plusieurs dans mes combats précédents, mais voilà, je cherche des sponsors vraiment sur le long terme, des gens qui m'accompagnent pour chacun de mes combats.
et voilà, et qui m'aiderait financièrement pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir performer et puis arriver au plus haut niveau un jour, quoi. Donc voilà, s'il y a des entreprises ou des gens qui sont intéressés, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, Hugo MMA ou voilà. Voilà, le message est passé, donc n'hésitez pas à soutenir les combattants si vous êtes des chefs d'entreprise passionnés de sport de combat. Ouais. Vous avez quoi faire pour sponsoriser. Il y a du beau monde. Il Et y a du sinon, monde. ouais. Et sinon, je voulais revenir. J'ai vu que tu as monté, c'est avec des amis, un club sur Grenoble de MMA pour développer le sport. C'est ça, donc j'ai ouvert une association avec mon meilleur ami qui s'appelle Rojdi Sassi et mon petit frère, donc Mathis Guillon, qui combat lui en amateur et qui s'entraîne à la team Strike Academy à Genève, entraîné par Karl D'accord. Amoussou. Enfin, il Hmm. est aussi entraîné par son coach Jay, mais voilà, c'est Karl Amoussou, le coach des pros là-bas. Donc à nous trois, on a ouvert une association sur Grenoble qui s'appelle Mixed Martial Alpes en référence à la chaîne de montagne Les Alpes, Oui. enfin, voilà, qu'à Grenoble, on est en plein dedans. Donc, on a ouvert ça, une structure bah, pour voilà, faire du MMA, apprendre le MMA aux gens et monter une structure progressivement, tu vois. Donc, en ce moment, c'est beaucoup mon ami Rojdi qui s'occupe de ça, vu que moi, je me concentre vraiment beaucoup sur ma carrière sportive et sur mes entraînements. Donc, lui, il est à Grenoble directement toute la semaine, il s'occupe de ça. On a pour l'instant, donc il s'est démené pour commencer, pour qu'on commence dès septembre. Donc depuis une semaine là, depuis même 2 semaines, on a fait la rentrée. Donc il y a trois créneaux MMA par semaine, un créneau prépa physique en partenariat avec Fitness Park et Chirol. Et on a aussi, je trouvais que c'était une bonne idée, on a fait un créneau pour les femmes, spécialement pour les femmes, le vendredi. Euh, Parce que dans un sport, voilà, avec du contact physique et tout, bah, il y a et je comprends tout à fait des femmes qui viendraient pas si, voilà, elles sont mélangées avec des hommes, ce qui est compréhensible pour certains. Et donc, voilà, je pensais important d'ouvrir ça. Et puis, donc, voilà, on a un groupe de femmes qu'on entraîne le vendredi. Voilà, qui apprennent un peu d'MMA, un peu de self-défense. Puis c'est aussi important, à l'heure actuelle, de savoir un petit peu se défendre, tu vois, d'avoir des notions quand même. Ouais. Je pense important, surtout pour tout le monde, mais surtout pour une femme, tu vois, parce qu'avec ce qui se passe, voilà, ce qui peut se passer, tout Bien ça, sûr. toujours bien d'avoir des notions. Donc voilà, on leur apprend. On apprend, voilà, on apprend ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Et donc voilà, progressivement, on agrandira ça jusqu'à avoir, dans les prochaines années, on espère une grosse structure à nous avec des entraînements. Bah, ce que j'ai rêvé d'avoir, enfin ce que j'ai rêvé d'avoir sur Grenoble, c'est-à-dire des entraînements toute la journée, des coachs qualifiés en grappling, en MMA, en pied-point, tu vois, vraiment un truc carré. Donc c'est l'objectif final de cette association. Mais en attendant, on a déjà bien commencé. Donc voilà, il reste encore quelques places. Si, pareil, vous voulez vous inscrire, voilà, c'est des prix qui sont vraiment très abordables. Donc, si vous êtes de Grenoble ou de la région, n'hésitez pas. Mixed Martial Alpes sur Instagram ou pareil, vous pouvez passer par moi directement sans souci. Et quand tu es sur place, ça peut t'arriver, c'est toi qui arrives à donner des cours. Alors, ce que Quand je tu veux. fais, que j'arrive à faire depuis, voilà, bah, depuis qu'on a commencé, c'est que donc, je redescends le vendredi. Je fais mon entraînement du matin avec la team pro à l'US Métro. Et directement après, je prends mon train. Et donc, j'encadre, comme je dis, la session femme et ensuite la session adulte, donc hommes et femmes. Enfin voilà, les femmes qui veulent sont les bienvenues. Hommes et femmes, du coup, à 20 heures aussi. Donc, ça me permet de faire les deux entraînements. Ça me paraît aussi important dans le sens où, voilà, moi, j'ai toujours voulu ça. Donc, donner un cours par semaine, que les gens voient que je suis là aussi. Et pas que je laisse ça, tu vois, un peu à l'abandon, un peu, voilà. Donc, pour l'instant, j'assure les cours le vendredi. Ça me permet le week-end de descendre aussi, enfin, d'être là au contact de ma famille et de mes amis. Et puis ensuite, le dimanche ou le lundi matin, très tôt, je remonte pour m'entraîner toute la semaine à Paris, quoi. Ok, très bien.
Et tu nous as parlé de ton petit frère. C'est quoi pour l'instant son record en amateur, ses combats, tout ça? Si tu pouvais un peu en parler. Mathis, il a quoi? Doit avoir 3 combats. Il est à 2-1 en amateur, il me semble, en MMA. 2-1 ou 3-1. Il a fait plus jeune, il a fait de la lutte. Il a fait aussi, après, il est passé par le Sanda. Il a fait des combats de Sanda. Donc, Sanda, c'est boxe pied-point avec les projections. Et là, il s'y est mis très sérieusement depuis plusieurs mois. Parce qu'avant, pareil, il était dans un club de chez lui en Haute-Savoie, un tout petit truc, tu vois, qui c'était pas du MMA, c'était vraiment du sanda, donc D'accord. il y avait pas de sol, il n'y avait Mm. pas de truc. Mais là, il est très bien encadré à la Strike Academy. Il y a vraiment Bien du sûr. monde, des sparring, des coachs qualifiés, une structure adaptée. Donc voilà, là, il devait combattre en amateur dimanche, là, il devait combattre le week-end qui arrive. Sauf que son adversaire s'est blessé, enfin s'est retiré du combat, donc je pense qu'il s'est blessé. Donc voilà, on attend un combat pour lui en amateur aussi très bientôt, on espère quoi. Ok. Et tu nous as parlé de l'autre personne qui est avec toi pour le club, donc Rojdi. Aussi un combattant, Rojdi? Noro, je dis, c'est un très bon ami à moi qui est pas combattant. Peut-être qu'un jour il fera un combat. Tu vois, c'est un beau bébé on fait la même taille et 1m93, il est aux alentours de 130 kilos, tu vois. Donc déjà pour Mm. combat, il faudrait qu'il perde un petit peu de poids parce que les poids lourds, c'est moins de 120 kilos. Et Ouais. puis non, il est investi, lui, par contre, il est très investi dans le MMA, donc il regarde tout ce qui est, toutes les organisations. Tu vois, il apprend parce qu'il est aussi coach. Donc il apprend, il est aussi comme mon petit frère dans mon coin lors de mes combats. Donc il commence à prendre de l'expérience aussi à ce niveau-là. On a même fait des combats où, par exemple, on est parti au Canada, juste lui et moi, tu vois, c'est lui qui me coachait. Il fait très bien son boulot, donc il a vraiment des bonnes connaissances dans le MMA, il est passionné. Donc pour l'instant, c'est pas un combattant, mais, euh, mais Ouais, c'est un euh, pratiquant, ouais, de longue date, quoi. voilà, ça, c'est un pratiquant exactement. C'est Ok, ça. très bien. Donc ça, c'est Ben ouais, c'est un beau projet parce que tu vois, je sais pas si tu connais, tu dois le connaître, Alexandre Wattelet. ouais, c'est un pote à moi que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est un frérot, Alex, et lui, il a la même démarche sur Saint-Chamond, en division MMA. D'ailleurs, Sincèrement, je l'ai vu. je reprofite pour faire la pub pour tous ceux qui sont sur la région stéphanoise et plus particulièrement sur Saint-Chamond. Ben, si vous voulez du vrai MMA, pareil, hein, cours de grappling, lutte, tout ça, parce que, comme tu l'as dit, les clubs de MMA où tu fais pas de grappling et de lutte, c'est pas un club de MMA parce que c'est une C'est ça. composante importante dans le sport. Donc, Et puis aussi, un truc important, c'est que tu vois, bon, ça commence à faire mal le MMA en France, voilà. Mais tu vois, des coachs qui se disent coach d'MMA juste pour attirer les gens hmm. et qui ont pas de base, par exemple, un coach de boxe anglaise qui va se dire coach d'MMA et qui n'a pas de notion de sol, de lutte et d'MMA, parce que l'MMA, mine de rien, c'est un sport à part entière, tu vois. Et Ouais, bien juste sûr. pour attirer C'est le les gens et triathlon des leur sports de combat. c'est ça, c'est ça. Et quand tu connais quand tu as une connaissance que sur 10 ou 20% de la composante du MMA, tu vois, tu veux pas trop te dire que, enfin, c'est pas honnête de te dire coach d'MMA et de dire que tu peux apprendre tout du MMA. Je dis pas que je suis capable de le faire, mais tu vois, avec mon expérience que je commence à avoir, c'est-à-dire mes 6 années de pratique très intensives, parce que je m'entraîne tous les jours depuis 6 ans, mes stages, mes nombreux stages à l'étranger, mes combats, quand j'étais dans le coin aussi pour coacher, enfin voilà, toute cette expérience-là fait que je me pense capable d'enseigner un EMA euh, plus ou moins complet. Donc bien sûr, il y aura des gens au sol qui seront plus spécialistes. Et puis je parle aussi pour Alex, tu vois. Il y a des gens, Hmm. des coachs de grappling qui vont mieux apprendre le grappling qu'Alex ou moi. Des coachs de boxe, ils vont mieux apprendre la boxe qu'Alex ou moi. Mais on est des combattants d'MMA, on est des passionnés d'MMA, donc tu vois, on peut et on est en capacité d'apprendre le MMA, quoi. Au moins pour un public amateur et loisir, C'est ça, oui. former Dans un ça, je premier pense. temps, ouais. Voilà, je Hmm. pense que c'est dans nos cordes et que c'est pas malhonnête d'avoir cette démarche-là, quoi. Et bien sûr, dans un premier temps, ouais, loisir amateur et après professionnel, voire après aussi en fonction. Et bon, quand tu commences à entraîner des pros, on l'a vu par le passé, ben, on a parlé de Cyril Diabaté, lui, il avait ses élèves dans son coin et tout. C'est pas le top, quoi. C'est mieux de le faire ça
après ta carrière ah, merde. Ah, bah, Hugo a disparu. Ah, peut-être revenir. Tac, 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 tac. Hmm, il a sauté. Allez, voilà. Ouais, tu m'entends? Ah, t'as sauté. Ouais, ouais, je me suis vite remis dessus. Ça va, ça fait un long bug ou pas? Ben, je sais pas, ouais, peut-être une minute, je sais pas trop, ouais, peut-être. Mais ouais, comme je disais, entraîner des professionnels, après, c'est mieux le faire à l'après-carrière quand tu es plus combattant. Comme ça, tu peux te focus 100% C'est sur la ça. préparation de tes combattants. Exactement. Et puis moi, tu vois, de mon côté, c'est Rojdi qui est plus investi pour l'instant sur le coaching parce que justement, je veux pas me perdre, moi. Je veux pas être un coach qui combat. Je suis un combattant qui donne un coup de main, tu vois, qui gère aussi une association, mais je suis d'abord un combattant et je l'espère ça pendant encore au moins, voilà, peut-être 10, 15 ans, tu vois. Et c'est après, une fois que ma carrière sera complètement terminée et que je serai vraiment sur la fin, ou alors que j'aurai arrêté complètement les combats, que là, je me consacrerai peut-être 100% au développement du MMA dans la région. Et là, tu vois, je pourrais, et j'espère, entraîner des amateurs et des pros. Mais à l'heure actuelle, c'est pas mon but et c'est pas ce que je veux, moi, pour l'instant. C'est me concentrer à 100% à 200% sur moi, sur ma carrière. Parce que je sais qu'avec du travail, et puis moi, je suis croyant, donc avec l'aide de Dieu, et bah, je réussirai dans ce sport, quoi. Bien sûr, bah, tu as parlé de la longévité de la carrière. Tu vois, tu dis 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir des combattants à 40 ans et de toujours performer et tout ça, hein. Bah, c'est Avec ça. l'hygiène de vie, la préparation physique, tout ça, on peut durer encore plus longtemps que, tu vois, par exemple, 10 ans en arrière, on t'aurait dit 35 ans, c'est le bon âge, mais aujourd'hui, tu peux faire encore 50 plus et voir encore 50 plus. Donc, Tout à fait ça, parce que je pense qu'on s'entraîne aussi plus intelligemment. Déjà, on a un plus gros mm, recul mm, qu'avant, qu'à l'époque. Ensuite, on a une meilleure façon de s'entraîner avec les technologies, avec ce qu'on commence un peu à savoir, quoi. Pas s'entraîner comme des débiles 7 jours sur 7 à se frapper fort à la tête, enfin, tu vois, ça ouais. sert pas à À la mode grand-chose. Vanderlei Silva, tout ça, c'est à l'époque de la Ouais, Chine-Box où les mecs se mettaient ouais, KO à chaque entraînement. ouais, voilà, moi, c'est pas. Il y en a peut-être qui pensent qu'on peut y arriver comme ça. Moi, enfin, moi, je vois pas les choses Ouais, comme ouais, ça. Après, chacun sa méthode. ouais, de même. Mais ça, tu vois, par exemple, bah, il y a Grégory Baben, encore que je connais pas personnellement, mais là, j'ai suivi le Bellator Dublin là, qu'il y a eu, parce qu'il y a eu pas mal de Français avec qui je suis Ouais, assez proche qui ont combattu. Et puis, donc, j'ai vu aussi Grégory Baben qui a encore gagné. Je crois que ça fait 5 victoires. Il a 5-0 au Bellator. Je crois qu'il a au moins 38 ans, si je dis pas de bêtises. 39. 39, ok. Ouais, 39 ans, regarde. Et ça fait, je crois que 10 ans, j'écoutais un podcast tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu un combat. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et puis ça Donc, fait un tu vois, moment qu'il est dans le circuit, Grégory Baben. ça fait un moment, je crois que ça fait depuis 2004, non, depuis 2004, je crois. Ça va faire 20 Un truc ans. comme ça, ouais. Et tu vois, il performait encore à 39 ans dans un des plus gros circuits niveau mondial, au Bellator, quoi. Enfin, une organisation mondiale. Voilà, c'est incroyable. Donc, c'est pour dire que maintenant, voilà, à 40 ans, si on a été épargné, je veux dire, de gros dégâts dans son cerveau et dans son corps, et bah, je pense Mm. qu'on peut encore performer à cet âge-là, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais tu avais des modèles déjà à l'époque dans les MMA, à l'époque du Pride, des gars comme ça qui t'ont inspiré ou pas du tout? Non, moi à l'époque, je connaissais pas du tout ce qui était Pride, tout ça, j'ai pas suivi. Mm. Maintenant, je suis énormément l'UFC, le Bellator et toutes les orgas, même l'ARES, enfin voilà, toutes les orgas, je suis. Parce que soit c'est des organisations où possiblement je peux combattre. Bon, maintenant, en ce moment, c'est à l'ARES. Ou soit c'est des organisations dont où j'aimerais aller plus tard. Et même, tu vois, j'aime bien regarder comme ça pour le plaisir. Des grands combattants, m'inspirer un petit peu. Mais j'ai pas eu de combat ou de combattants. Je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou, je vais faire comme ça. Après, voilà, des gens comme des combattants comme John Jones, Khabib et tout, c'est quand même des inspirations Ouais, sportives, on va dire. Voilà. Dans leur ouais, domaine, bien sûr, bien sûr.
très forts. D'ailleurs, tu as parlé du Bellator dans ta catégorie en 84. Il y avait le combat Eblen face à Edwards. C'est ça, ouais. C'est Ouais, Eblen et face à tu Edwards. vois que Eblen, c'est costaud, hein. Très très Eblen, fort, c'est hein. vraiment costaud, ouais. C'est costaud. Moi, tu vois, je savais pas trop qui mettre gagnant parce que je me dis, Edwards, il aurait pu le faire pour être, tu vois, champion du Bellator et son frère champion welterweight UFC, ça aurait été beau. Donc on Mm. va dire pour l'histoire, pour le truc, j'espérais un peu plus qu'Edwards y gagne, mais Eblen c'est très très solide. Eblen c'est très solide. Et d'ailleurs un combat, tu vois, Eblen contre Strickland, tu vois, champion de l'UFC contre le champion du Bellator, ça aurait du sens. Bon, ça se fera pas. Mais je veux dire, sur le papier, Mm. c'est joli, tu vois. Bien sûr, bien Sur- sûr. Et, et d'ailleurs, tu parles de Fabian Edwards. À Bercy, d'ailleurs, il avait battu une légende, Moussassi, Ça, si, ouais, pour pouvoir exactement. avoir le title shot. Ouais. Et Blaine, je sais pas si tu as remarqué, il a une particularité, c'est quand il est en anglaise, qu'il attaque en anglaise, le changement d'appui. C'est un truc de dingue. Ouais, Ce faudrait que qu'il je. arrive à faire et tout, il a. Oui, tu disais? Non, je disais, ouais, faudrait que je me focus un peu plus sur lui, tu vois, mais c'est vrai que non, mais je sais qu'Eblen, c'est du solide, à même C'est un truc de dingue. niveau lutte, Mm. niveau. Puis tu sens qu'il est, tu vois, qu'il est lourd, qu'il est dense, il est costaud, Eblen, franchement, il est costaud. Ouais, justement, mais c'est ce que je disais, le changement d'appui, continue à avancer avec le changement d'appui, du coup, il garde ses appuis et tout, et toute sa Ouais, puissance, et c'est comme ça qu'il te met KO. C'est très, très dur de pouvoir garder ça, de continuer à se déplacer comme ça. ouais, C'est là où tu vois c'est que. vrai. Puis il est dans une grosse équipe aussi, il me semble qu'il a l'American Top Team en Oui, je Floride, crois, ouais. là-bas. Donc je pense qu'il est, bon, même sûr, il est bien entouré, il est bien préparé, je crois qu'il vient de la lutte. En tout cas, il a une base de lutte universitaire. Mais il cogne très dur. Enfin voilà, il est bon, Eblen, franchement, il est bon. Ouais. Ouais, ben, on a vu sur le petit KO qu'il a mis à Edwards, hein, en Il est Gordon bon. Pound, avec Hmm. les coups de coude et tout, Non, 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 c'était violent. franchement, ouais. Franchement solide, ouais. Et d'ailleurs, tu as parlé de Mansour. Mansour a combattu à Dublin et ça a pas été top. Toi qui le vois en sparring et tout, qu'est-ce que tu penses de sa performance? C'est quoi? C'est au niveau mental? Tu penses que mentalement, il y est plus trop ou c'est quoi? Parce qu'on a vu son combat, c'était pas du Mansour, quoi. C'est qu'on avait l'habitude de voir. Ouais, alors j'ai pas envie de dire mental ou pas mental. Honnêtement, je sais pas, Mhm. tu vois, je sais pas du tout. Mansour, c'est pas quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est quelqu'un que je Mhm. connais surtout depuis. Enfin bon, je le connais de nom, hein, parce que c'est un grand nom en France, un grand combattant. Mais je le vois depuis quelques semaines là, à l'US Métro, depuis que j'y suis. Lui, il vient le mercredi pour les sparring, donc il vient avec son coach. Mhm. Son coach, je sais plus comment il s'appelle, de la team Magnum, il est super sympa aussi. Et il vient avec son collègue avec qui je spare, moi, un gars qui fait mon poids. Mais Mansour, très sympa, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui et de le regarder sparer avec des gars ici. Et franchement, je me dis, ouais, c'est du lourd. On m'avait déjà dit qu'il était très bon. Je crois qu'il avait tourné, enfin, il tourne souvent avec Fares, tout ça, Fares Ziam. Il me semble qu'ils s'entendent bien. On m'avait dit Et qu'il puis ils ont était le même bon. profil. Et puis ils ont le même profil au niveau morphologique aussi, Au donc niveau c'est morphologie, bah, c'est je normal. pense que Fares est peut-être un peu plus grand quand même. Mais je veux dire, oui, ils sont C'est tous les deux, ils fins. sont longilines. Ouais. Ils Ouais, sont ils sont longilines, c'est longilines. ça. Ouais, ils sont longilines. Mais non, mais quand je vois tourner Mansour, même là, les dernières semaines, moi, après, je connaissais pas le avant-après, ça veut dire que je peux pas juger comparé à avant, mais je voyais Ouais. qu'il était très fort, quoi, tu vois. Très, très fort. Il faisait des gros sparring. Dans le combat, je sais pas, honnêtement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'au sparring, quand je voyais, voilà, il était très fort, quoi. Ouais, bien sûr, ben, c'est vrai que c'est malheureux. Deux revers de suite. La première, c'était contre Primus, Hmm. à Bercy en plus. Et là, c'est contre Wilson, bon, qui est aussi un très très bon combattant. JJ Wilson, c'est aussi Ouais, très costaud. Mais bah Wilson, j'ai vu qu'il a fait toute sa carrière au Bellator, toute sa carrière pro. Maintenant, je crois qu'il passe à 10 victoires pour une défaite. Une défaite. ouais. C'est son 10-1, il l'a fait au Bellator. Donc, tu vois, il a quand même pris des bons combattants. Et Mansour, ce qui me fait chier pour lui, c'est qu'on va dire, il est médiatisé depuis ses défaites, en fait. En fait, depuis qu'il a Bah, signé au depuis Bellator. Paris, Bellator, Voilà, depuis Bellator Paris, réellement, où il a depuis eu un qu'il a signé au reportage de Bellator, RMC.
Voilà, c'est ça, qu'il y a eu le reportage d'RMC et tout. Les gens qui connaissaient pas, qui connaissent le MMA depuis pas longtemps, ils se sont intéressés à lui dans le sens où, bah, tu vois, ils se sont dit c'est un crack, c'est une pépite et tout. Et il peut, voilà, faire, tu vois, combattre, gagner Primus, après combattre contre Ousmane Nurmagomedov en quart de finale du tournoi, machin, même gagner. Enfin voilà. Donc et ce qui est dommage, c'est que bah il a perdu contre Primus et ensuite perdu contre JJ Wilson. Donc les gens peuvent se dire ouais, en fait, bof, tu vois, il est surcoté, Ouais, alors ben que c'est non, ça, ouais, ouais. il a fait une carrière incroyable. Il a perdu contre des très bons combattants, dont Islam Makhachev à l'époque, et le combat était très, Ouais, très, moine. très, très serré au M1, ouais. Mais bon, les gens, ça, ils oublient, tu vois. Ben, les Euh, gens, tu vois, ouais. le nouveau public, c'est UFC Paris, tu vois. C'est ça, c'est UFC C'est pas Paris, vraiment des connaisseurs, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Ou c'est Quand ils te Instagram parlent aussi, de tu vois. MMA, quand ils te parlent de MMA, tu sais, ils te disent, ouais, tu fais de l'UFC. Tu fais du UFC, ouais, ou tu parles de Doumbé, tu vois. Ils vont te dire, tu vois, Oui, mais tu vois, voilà. ils vont plus te parler de Doumbé que d'un Mansour ou d'un, tu vois, un mec comme ça Que qui combat de Saladin ou autre, ouais. Saladin ou Mm. autre, tu vois. Bon, Doumbé est bon, enfin, tu vois, je dis pas ça contre lui, Ouais, mais voilà, il y a des combattants quand même qui ont prouvé depuis bien plus longtemps, tu vois, et dont on n'entend pas parler. bien Et sûr. malheureusement, pour Mansour, bah, il est sur deux défaites. Et les gens, bah, tu vois, ils doivent se dire qu'il est nul, quoi. Ben ouais, et puis surtout Enfin, le qu'il est public nul. en France, quoi. Il t'enterre vite. Bah, depuis qu'en France, quand tu gagnes, je sais pas si c'est en France ou si c'est partout, mais quand tu gagnes, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es ceci, t'es cela. Quand tu perds, ils vont te descendre, soit sur Twitter, sur Mm. Insta, partout, ils vont te descendre, ils vont dire en fait il est surcoté, en fait machin. C'est comme ça, hein, faut passer outre, tu vois, faut pas calculer, Ouais, ben faut pas, c'est, tu faut vois, pas c'est. combattre pour les gens. Faut pas combattre pour les gens, sinon ça ira Ouais, jamais. ouais, ben tu vois, c'est comme le sport en général. Les gars, ils oublient que l'équipe ou la personne qui est en face s'entraîne aussi, a aussi des Hmm. qualités, et dans un combat, ben, ça se joue. Et Voilà, quoi. puis, Et ça, majorité, tu vois, tu as l'impression que c'est des gens, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie et se permettent. mais c'est ça. Et puis aussi, faut pas. Bah après, nous, en tant que sportifs, on le sait. Mais il faut savoir que, tu vois, une performance sportive, par exemple, là, on parlait de Mansour ou d'un autre, peu importe. Mais un combat d'MMA, c'est 15 minutes. Tu vois, c'est 3 fois 5. Mais ça, c'est ce que tu vois, ce que le grand public voit à la télé ou, tu vois, sur les réseaux, sur les trucs. La réalité du truc, c'est qu'il y a une vie derrière tout ça, tu vois. T'as des entraînements, des heures et des heures et des heures. T'as un régime, un cutting, t'as des problèmes, t'as des blessures, t'as ta famille, t'as la vie à gérer, tu vois, t'as énormément de trucs. Ouais, t'as le boulot pour certains à T'as le côté, boulot en pour faire ça, plus. non, mais t'as vraiment. Et puis il peut tout se passer, tu vois. Tu peux avoir des décès dans ta famille avant, il peut tout se passer. Et toi, tu dois être présent le jour J, le moment donné, sur 15 minutes maximum pour t'exprimer, tu vois, ou 25 minutes pour les combats pour les ceintures. Ce que je veux dire, c'est que les gens oublient ça, tu vois. Ils oublient qu'il peut y avoir. En gros, faut pas dire il est bon ou il est pas bon, tu vois, il est nul ou quoi. Non, faut pas juger comme ça. Faut penser que voilà, il y a quand même du boulot derrière, il y a une préparation derrière, et puis voilà, quoi. C'est pas évident. C'est évident pour personne, je pense. Oui, bien sûr, bah, déjà, ça se juge aussi au niveau des adversaires, la qualité des adversaires aussi, Mm. Tout à fait. Bah, dans Mansour, les bah, tu organes vois, hein, tués et tout. tu vois Mansour, il perd contre JJ Wilson. Bon, il n'est pas connu du grand public, mais il est très fort. T'as qu'à regarder les mecs qu'il a pris, qu'il a gagné. Brent Primus, ancien champion du Bellator. De Makhachev, champion actuel de l'UFC. Kevin Lee, qui a fait une grande carrière à l'UFC. Il y a Gamrot, qui est top 10 UFC. Et qui a gagné Comment d'ailleurs ce week-end face à Fiziev. Bon, il a il a gagné sur gagné blessure, contre mais Fiziev bon, voilà encore. quoi. Ouais. Voilà, tu vois, les limites top 5, tu vois, doit être 7, 6 ou 7 maintenant. En lightweight à l'UFC, tu as l'autre, là, le gars de l'Octagone, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, un grand, grand combattant aussi qui est très fort. Je veux dire, Mansour, il a perdu que contre des très, 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 très bons, tu vois. Donc, faut pas oublier ça aussi, tu vois. Faut pas oublier. Bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. Et d'ailleurs,
On a parlé là, de la BTT et il y a Benoît Saint-Denis qui va recombattre prochainement là, contre Fevrola. Contre Frévola, c'est ça. Ouais, C'est ça. Madison Square Moi, je Garden. sais que Frévola, ouais, à l'UFC, bah, c'est un bel UFC, hein, c'est la fin de l'année, là, je crois que c'est en novembre, le 11 novembre ou le Hmm. 2 novembre. T'as John Jones contre Miocic, Bien sûr. Ouais. t'as un super beau combat, t'as Pereira comment il Ah oui, s'appelle? Iri Pojaska. Iri, ouais. Prochaska, ouais, non, t'as un super UFC. Et Benoît qui fait son retour 2 mois après sa victoire à Paris et qui prend Frévola, là, qui a 11-3. Top 14. Top Top 14, ouais. 14 de la Mondial. catégorie lightweight, ouais. Et voilà, c'est bien. En plus, c'est un UFC numéroté, et puis c'est un bel UFC. Donc Benoît, les caméras elles seront encore plus tournées vers lui, tu vois. Il aura encore l'occasion de montrer envers un plus gros public. Donc là, tu vois, le public français, ça y est, tout le monde connaît Benoît, je pense, maintenant, avec ce qu'il a montré. Mondialement aussi, mais je veux dire, là, il aura une occasion encore plus grande de montrer l'étendue de son talent et de son mental et de sa combativité, et avec une belle performance, comme je pense qu'il va faire à cette UFC en novembre, tu vois, il va vraiment pouvoir marquer les esprits et s'installer dans le top 15 très rapidement, quoi. Oui, bien sûr. Et tu vois, je parle de Benoît parce que ça me fait rebondir sur la suite. Benoît Saint-Denis, il faut que les jeunes comprennent pour les Américains, le public américain et le business en général là-bas aux États-Unis, c'est un profil qui intéresse beaucoup. Pourquoi? Déjà, son parcours, ancien militaire des forces spéciales, les Américains, ils raffolent de ça. Et deuxièmement, son style de combat agressif. Benoît Saint-Denis peut enchaîner, s'il veut, 3 défaites à la Mm. suite. Il restera pendant 10 ans à l'UFC parce que les gens savent qu'il va avoir du spectacle avec lui et qu'il va avoir de l'agressivité dans son combat. Ouais. Que, à contrario, on va prendre par exemple un William Gomis qui a gagné bon, avec une drôle de décision face à Yanis. Mais un William Gomis, il est obligé de gagner. S'il ne gagne pas, il dégage de l'UFC. Parce qu'il a un style de combat qui n'est pas du tout ce que les Américains aiment. Et ça, au Ouais. niveau du business, tu dégages. C'est ça le truc. C'est cruel, mais c'est malheureusement la logique. Donc, tu vois, c'est important de le dire aussi aux gens, des fois, pourquoi lui, il n'est pas là, machin et tout, tu vois, dans tel organe et tout. Mais des fois, c'est une question de profil de la personne. Voilà, c'est en fait eux ce qu'ils cherchent, voilà, c'est comme tu as dit, c'est du business. Ils veulent que ça vende, ils veulent que ça clique, ils veulent qu'on achète, que les pay-per-view ils se vendent. Donc, comme tu as dit, tu vois, des mecs qui ont un style ennuyeux, que ce soit debout, ou que ce soit au sol, ou tu vois, des mecs qui sont pas, voilà, qui vont pas à la guerre, qui cherchent pas le finish, tu vois, qui sont pas vendeurs Ah tout oui, ils simplement. veulent du sang, eux. Ils Mm. veulent du sang, tu vois, un mec comme Benoît. Moi, je pense qu'il va aller très loin, mais si malheureusement il arrive un moment où, tu vois, il y a des problèmes et il se prend quelques défaites, tu vois, je pense pas que son avenir à l'UFC il serait Ah, il sera compromis tout de toujours suite, là. tu vois, Ah parce que ouais, il sera voilà, toujours là. il a prouvé, mais déjà rien qu'à son premier combat à l'UFC, il prend un short notice Oui, le Élisée. Brésilien Elyseu Zaleski en 77, le mec il faisait 90 kilos, il était chargé, il fait un combat. Tu vois, beaucoup ont dit, ouais, il s'est fait arracher sur le combat. Il s'est pris beaucoup de dommages. Tu vois, c'est vrai, il s'est pris beaucoup de dommages. L'arbitre aurait pu et aurait dû arrêter euh, avant. Enfin, du coup, aurait dû arrêter le combat. Du coup, Euh, l'arbitre a dégagé L'arbitre pour a la été petite a histoire. dégagé après ce combat. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, même contre un Zaleski qui a KO'té, donc Strickland, qui est maintenant champion des Mm, 84, qui a battu Adesanya. Donc ce que je veux dire, c'est que même contre Zaleski qui fait des performances de fou, Benoît, il aurait pu gagner parce qu'il a gagné, je pense, au moins un round. Je veux dire, il l'a emmené au sol. Benoît il était sonné. Il emmenait Zaleski au sol et puis ça, il répondait en boxe anglaise. Enfin, je veux dire, même ça en short notice contre un mec dopé dans une catégorie du dessus, tu vois, il arrive à être là et à être combatif. Et puis après, bah, tu vois les performances qu'il fait. 4 victoires d'affilée, il me semble, à l'UFC, là, en 70 kilos. 4 victoires. De toute façon, toutes ces victoires, en plus, c'est avant la limite, Benoît. Donc, non, franchement, il fait vraiment, voilà, il fait vraiment un beau truc. Il mérite. C'est un bon gars, c'est un bon combattant. Il a un mental, je pense, qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Autant sa technique, qui est très bonne, mais je veux dire, il y a plein de combattants techniques, surtout dans le top 15 en lightweight. Tu vois des Gamrot qui ont un niveau de sol incroyable. Serukian, techniquement, qui est
monstrueux, que ce soit debout, en lutte ou au sol. Des mecs comme Oliveira qui sont au sol, des monstres. Ce que je veux dire, c'est techniquement, Benoît est pas forcément. Enfin, je pense pas qu'il soit meilleur que techniquement, tu vois. En pur JB, il est pas meilleur qu'Oliveira. Mais avec le mental qu'il a, ça va être dur de. Ça va être dur de le battre, tu vois. Je pense, Benoît, tu le mets KO Après, ou c'est chaud, hein. oui, ben voilà, tu vois, je voulais revenir là-dessus, KO. On l'a vu face à Moïse. Euh, il s'est fait contrer plusieurs fois Mm, de son style et tout. Et Daniel Warren a expliqué qu'il travaillait justement pour pouvoir corriger ça. mm. Mais plus il va monter dans le top à l'UFC, et plus ce genre d'erreur, ben, ça peut lui coûter le combat parce qu'il va tomber sur des punchers. Je pense à un Justin Gaethje qui a une Oui. patate et dès qu'il va le toucher, il risque de l'éteindre. Ouais. Non, Donc Guedes, ça, c'est des trucs, tu vois, non, c'est c'est oui. mais Mais bon, ça, il va après, travailler ça, il n'y a pas de souci. il va travailler ça. Mais après, ça fait en même temps, je veux dire, on ne peut pas tout avoir. Parce que tu vois, le public, et puis nous, en Bien tant que sûr. public aussi, on est content de voir les performances de Benoît. On est impressionné. Mais il performe pourquoi? Parce qu'il est agressif aussi. Et comment, Mm. enfin, c'est difficile d'être agressif et en même temps d'avoir tout le temps sa garde, sans se découvrir, sans ce truc. Donc, tu vois, un style agressif, et ben, c'est aussi un mec qui est, tu vois, que tu peux contrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si Mm. Benoît il est plus vigilant, et bah du coup il sera moins agressif et les gens diront ouais mais il était mieux au combat d'avant, c'était plus Ouais. sanglant, tu Mm. vois. Mais c'est vrai que pour performer dans le top 15 après, il va falloir peut-être voilà, qu'il soit peut-être un peu plus prudent, je sais pas. J'ai pas envie je suis pas placé, je suis mal placé pour lui le conseiller. Niveau du MMA, tu vois, il est meilleur que moi et il a plus d'expérience et il sait ce qu'il a à faire, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il fait peur quand même sur ça, quand il se fait toucher, tu vois, tu te dis, un menton, c'est un menton, hein. Tu peux être qui Ouais. tu veux. Et quand tu connais la qualité des mecs qu'il y a au-dessus, des Fiziev, Bah tout oui, ça, qui sont des gros punchers, et dès qu'ils touchent, Fiziev, ça peut. Chandler, Gedji, même Oliveira, tu vois, Ah ouais. qui n'est pas forcément Même, le puncher même un du siècle. Connor, hein. Même Même un un Connor Connor, qui est des fois. chirurgical, il te touche, il peut t'éteindre, hein. Mais tous en vrai, hein, les Poiriers, Ouais. tu vois, tu regardes tous, ils ont un peu Poirier, un. c'est plus du volume, lui. Il met plus du C'est volume, plus, c'est Poirier. plus du volume, mais tu vois, il t'en place Mm. une gauche dans le menton, tu vois, Ouais. ça peut faire mal. Donc voilà, mais de toute façon, moi, je suis confiant quand même pour Benoît. Je suis confiant, Ouais, il a vraiment pareil. un mental de fou, tu vois. Donc s'il corrige un peu ça, je veux dire qu'il fasse juste un peu plus attention dans les combats à venir, avec le mental qu'il a, ça va être difficile de l'arrêter, hein. Et d'ailleurs, pour revenir à toi, tu vois, on a parlé de l'histoire de Benoît et tout. Toi aussi, tu as une histoire qui peut plaire au public américain. Tu vois. C'est J'ai, con à j'ai, dire, j'ai- mais ils sont très attachés à ça pour vendre les combats, les trucs comme ça. Tu Mais c'est vrai, et puis moi, j'ai pas mal d'histoires Hum, tu vois, ma vie, enfin, je le raconte un peu de temps en temps sans m'en vanter, mais je veux dire, c'est ma vie, donc en vrai, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Tu vois, vois. Ben, bien je sûr. t'ai dit, je vais pas m'étaler là-dessus, je l'ai déjà fait, et puis c'est pas forcément le but, mais tu vois, j'ai passé voilà, un an et demi en prison, j'ai changé du tout au tout, je suis passé d'un mec bref, qui fumait, qui avait une hygiène de vie de merde, qui faisait de la merde, à un sportif, bonne hygiène de vie, enfin, sport à fond, j'ai dormi des longs mois, enfin, j'ai dormi au moins un an dans une salle de sport juste pour pouvoir m'entraîner. À Grenoble, je dormais dans une salle de sport. J'ai pas de travail, tu vois, tous les jours, on va dire, je me plains pas, tu vois, j'ai ma famille qui m'aide, mais je veux dire, je galère parce que j'ai pas de revenus, tu vois, tout à l'heure on parlait de sponsors, mais moi dans la vie de tous les jours, j'ai pas de revenus, ça veut dire que, bah, tu vois, c'est pas la folie, tu vois, loin de là. Là, je dors chez mon cousin, tu vois, en région parisienne. Je fais 1h40 le matin pour aller à l'US Métro, 1h40 pour revenir. Je veux dire, honnêtement, ça me dérange même pas. Mais tout ça, ça me fait quand même une histoire et un truc. Si un jour, tu vois, il y a besoin de raconter un peu, je suis sûr que ça peut faire vendre, tu vois. Et voilà, Bien et je suis sûr. passé par des conditions qui sont un peu, voilà, qui sont. C'est pas tout le monde qui a vécu ça, qui a vécu ça. Donc mon histoire, elle est aussi originale. J'ai aussi une histoire. Mais, euh, mais avant de faire vendre grâce à mon histoire, tu vois, il faut que je continue à performer parce que c'est quand même le plus important. Oui, Tu sur le vois, plan sportif aussi, oui, bien sûr.
je veux pas être un mec qu'on connaît parce que il parle sur les réseaux sociaux ou parce qu'il a une histoire ou parce que non, je fais du MMA pour le sport, pour y arriver, pour plein de choses. Et si en plus après à ça, je peux rajouter une plus-value avec mon histoire, avec tu vois, du réseau social du truc, je le ferai parce que maintenant le monde actuel au niveau du MMA, c'est ça aussi, tu vois. Mais Mm. d'abord, je suis un combattant d'MMA. Je veux performer, je m'entraîne dur tous les jours pour performer sportivement. Et quand ce boulot-là est fait, bah, à côté, voilà, on peut agrémenter ça avec mon histoire, mon vécu, si on peut dire ça, et puis le reste, quoi. Ben écoute, on va arriver vers la fin de cet entretien, Hugo. Je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose en particulier à dire. Mais bah, moi, je te remercie d'abord de l'invitation. Voilà, tu es venu vers moi très gentiment pour me proposer ça. Donc, c'est avec plaisir que j'ai fait ça avec toi. Ça a été un bon moment qui est passé très rapidement d'ailleurs. Je vois que ça fait plus de 50 minutes, Ouais. mais franchement, c'est passé très vite. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à toi, Thibaut. Et puis, on pourra se refaire ça un peu plus tard, une prochaine fois, j'espère. Écoute, il y aura pas de souci. J'ai des projets, mais bon, je t'en parlerai en privé et tout, des trucs que je voudrais développer et tout, mais il y aurait pas de problème. En tout cas, Avec c'était plaisir. un plaisir. Merci. Merci à toi, Hugo. Et moi, je vais te souhaiter le meilleur pour ton combat de décembre en espérant que tout ça se finalise et que tu gagnes ton combat. Et puis voilà, te souhaiter le meilleur. Mais bah, c'est très gentil. Et puis, à très vite. À très vite, Thibaut. Allez, merci à tous et à la prochaine.